Bonjour Jordan Bardella. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Rassemblement national. Êtes-vous quasiment en train de préparer les législatives? Êtes-vous d'ailleurs vous-même candidat? On est face à un gouvernement et un président de la République qui tente coûte que coûte de maintenir son camp au pouvoir. Le président de la République, par la voie de sa majorité déjà relative en 2022, a été défait lors des élections européennes et des élections législatives. Et depuis, il refuse en réalité d'accepter le résultat des urnes, le résultat des élections. Il tente de gagner du temps. Or, ce temps que nous perdons, c'est un temps que les Français perdent eux-mêmes. Les 48 heures, vous parlez des 48 heures à nouveau? La gestion de leurs problèmes quotidiens. Tic-tac. Écoutez, lorsqu'il y a eu le second tour des élections législatives, les accords qui ont été passés entre l'extrême gauche et la Macronie pour m'empêcher de constituer une majorité, nous l'avions dit à l'époque, allait entraîner les conditions de cette instabilité que nous vivons aujourd'hui et allait priver le pays d'une majorité. On arrive aujourd'hui au bout du chemin, au bout d'une route. Le président du RN... Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Le président du RN est l'invité exceptionnel du face-à-face. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du face-à-face. Le président du RN est l'invité exceptionnel. Putain. Au bout du chemin, au bout d'une route. Ah, je suis mort. Les Français nous attendent et les Français nous regardent. Ils sont très nombreux à être extrêmement inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour l'insécurité, pour le contrôle de l'immigration. Donc maintenant, ces grands enjeux doivent être traités. Donc je demande une nouvelle fois au président de la République d'entendre ses souffrances dans le pays, de sortir de cet isolement dans lequel il s'est mis depuis plusieurs mois et de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que maintenant, la blague est assez durée. Il faut revenir devant les Français. Les Français doivent se choisir une majorité. Et pour répondre à votre question, si les Français font le choix de l'alternance, eh bien, nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, bien sûr. On va y revenir. Quand vous dites vous êtes prêt à quoi? Prêt à être candidat, mais prêt à gouverner comment? Avec qui? Mais lorsque vous dites je demande à Emmanuel Macron de retourner devant les Français, il y a deux options. Il y a certes la question de la dissolution, il y a aussi celle d'élections anticipées. Édouard Philippe, par exemple, fait partie de ceux qui demandent effectivement une élection présidentielle anticipée. Est-ce qu'au fond, vous le demandez aussi? Les deux scrutins sont possiblement sur la table. Dans l'ordre des choses, c'est d'abord la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais si le président de la République le refuse, alors il sera à un moment donné contraint d'engager sa propre responsabilité. Voyez bien là que la situation dans laquelle nous sommes ne peut pas tenir jusqu'au printemps 2027. On ne peut pas, jusqu'au printemps 2027, se poser la question de combien de jours va tenir un gouvernement qui n'aura par définition aucune légitimité ni aucune assise démocratique sur laquelle asseoir une politique de redressement national. Mais est-ce que vous demandez au président de la République des élections présidentielles anticipées? Je lui demande de dissoudre l'Assemblée nationale. S'il souhaite quitter son poste et déclencher une élection présidentielle anticipée, alors c'est de sa responsabilité. Mais il est certain que lorsqu'il y a une impasse démocratique, dans un régime tel que le nôtre, dans un grand pays comme la France, alors non seulement on assume sa responsabilité, mais on peut considérer envers et contre tout que le peuple français n'est pas le problème, mais qu'il est aussi la solution. Et donc, je lui demande solennellement ce matin, au nom, je crois, de millions de Français qui ne supportent plus cette instabilité, au nom de nos chefs d'entreprise qui sont extrêmement inquiets des incertitudes, notamment budgétaires, qui pèsent sur l'économie française, au nom des millions de Français qui attendent des réponses concrètes sur la santé, sur l'école, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, de revenir de manière très saine, de manière très calme à une nouvelle élection législative et de permettre aux Français de se choisir une majorité pour, encore une fois, engager une politique qui soit une politique de moyen et de long terme. En quel cas, on l'a bien compris. N'empêche, c'est pas bête la stratégie de pousser à la dissolution, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas la majorité absolue, mais une majorité absolue uniquement s'il y a le bloc LR capable de travailler avec le RN. Donc le bloc central sera affaibli, le RN espère peut-être une poussée des Républicains, ils vont potentiellement travailler ensemble, imposer une politique de droite très, très dure, et ensuite les gars, faut savoir que... une présidentielle anticipée, c'est pas du tout dans les plans du RN. Hein. Moi, je pense que c'est une stratégie qui est adoptée. Ils savent qu'ils n'auront pas la majorité absolue, donc ils comptent sur un boost des Républicains, quoi. Et du PS. Non, les gars, je pense que le PS vote avec le RN. Je pense pas, les mecs. Hein. Alors là, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. On a écouté tout à l'heure Olivier Faure. Je pense que, idéologiquement, tout sépare le RN du PS. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, les amis. Mais RNPS, c'est pas possible, genre. C'est impossible, frère. Et pour Reconquête, les gars, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi, palmarès off. Reconquête peut espérer
potentiellement gratter des députés à l'Assemblée nationale. Bon, ils ont échoué. On connaît la suite, les amis. Hein. Éric Zemmour a réussi à mettre 0 députés à l'Assemblée nationale. Mais la donne a changé, les mecs. Hein. La donne a changé. Hein. On verra. On verra. 0. C'est vraiment ça. 0. Vous serez vous-même candidat au poste de Premier ministre, peut-être même aux législatives? Salut Cynthia. C'est une probabilité, oui. Je vous le dis ce matin. Je suis aujourd'hui président de mon groupe, du 3e groupe du Parlement européen. Si demain il doit y avoir des élections législatives, au regard de la gravité du moment, il est effectivement très probable que je sois candidat à des élections législatives anticipées. Vous ne seriez pas. Vous êtes candidat, vous serez candidat. La décision n'est pas prise. Nous allons réunir notre bureau de campagne, nos équipes aujourd'hui. Nous allons nous revoir avec Marine Le Pen de manière à anticiper de probables élections législatives. Parce qu'encore une fois, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et évidemment, moi, je prendrai mes responsabilités et j'irai aux élections législatives si, évidemment... vous irez aux élections législatives. Jordan Bardella, vous avez dit, au fond, les autres partis nous ont... il pourrait abandonner son poste de député européen pour concourir à la législative. Aux législatives, pardon. Putain, Bardella à l'Assemblée nationale, ça pourrait être drôle quand même sur l'ajoute verbale. Il croise Raphaël Arnaud dans les couloirs, ça pourrait être drôle. Qu'est-ce qui vous permet de dire que s'il n'y avait pas eu ce barrage, en effet, républicain, vous auriez eu vraiment la majorité? Est-ce que c'est pas un peu confortable de dire ils nous ont empêchés? Pourquoi est-ce que vous auriez vraiment eu la majorité? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait alors? Vous pensez que c'était vraiment par cette crainte-là? Dans aucune démocratie, un mouvement politique d'abord n'atteint les scores que nous avons atteints lors des dernières élections législatives. Au second tour des élections législatives, je vous rappelle que j'ai fait avec l'ensemble des candidats du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, aux alliés de l'Union des droites républicaines autour d'Éric Ciotti, près de 37% des voix au second tour avec l'ensemble de nos candidats. Il n'y a aucune partie dans aucune démocratie occidentale qui est arrivée à des résultats aussi élevés. Je crois que même en France, même aux heures les plus glorieuses de la droite est montée à 31 ou 32%. Ouais, je le flex de fou, mais ça électoral qui est extrêmement solide. Nous arrivons à les rassembler au-delà des électeurs du Rassemblement national. Et je pense aussi aux orphelins de la droite qui ne croient plus dans les compromissions de la droite et de son président avec les macronistes et avec le camp des centristes depuis 2017. Donc nous sommes aujourd'hui en capacité non seulement de gagner de potentielles élections législatives, mais de gagner de potentielles élections présidentielles. Donc je n'ai pas le résultat des élections avant l'heure. Ce que je constate, c'est que élection après élection, nous progressons et que les mesures que nous portons à la fois sur la remise en ordre du pays, sur la nécessité de simplifier l'économie française, de défendre le pouvoir d'achat, ces mesures sont partagées par beaucoup de Français. Le barrage républicain. Pourquoi cette fois-ci ce barrage ne tiendrait pas? Parce que ce barrage est en train de prendre l'eau et que on ne peut pas arrêter indéfiniment un peuple qui s'est remis à espérer. Et il y a des millions de Français qui croient aujourd'hui dans les idées que nous représentons. Nos électeurs paient leurs impôts comme tout le monde. Ils ne sont pas des sous-citoyens, ils ne sont pas des sous-électeurs. Et voyez bien là la façon dont les institutions sont utilisées. Des institutions de la Ve République sont faites pour protéger les intérêts de la France et pour servir le peuple français. Elles ne sont pas faites pour protéger les intérêts d'un camp. Or, on voit bien que lorsqu'il y a un second tour et que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, main dans la main, se mettent autour d'une table pour se désister mutuellement, appelés à voter les uns pour les autres, non seulement ce spectacle, il dégoûte les Français, mais voyez bien là que ça amène désormais à une situation de blocage telle qu'on est un an après à voir les gouvernements se succéder avec évidemment des gens qui refusent d'accepter le résultat des élections. Donc je veux dire ce matin à nos compatriotes, je sais que la situation est difficile, je sais qu'on vit des heures incertaines, mais je veux juste leur dire, restez optimistes, restez mobilisés, parce que si vous le décidez, alors l'alternance est possible et elle est peut-être possible dans quelques jours. Jordan. C'est là où ça m'énerve un peu d'écouter ça, parce que quand on écoute les vidéos, les amis, les TikTok, etc., et tu vois les commentaires ou même les interviews, t'as plein de jeunes Français et Françaises, surtout Françaises, qui bandent sur Bardella parce que, vas-y, il a je mets des guillemets les mecs, hein, mais le charisme, il a le charisme d'un leader, bon bleu torse, costard cravate, belle gueule, etc. Là, il est dans un discours de leader où il veut vraiment diriger la France avec Marine Le Pen. Et pendant ce temps-là, nous, à la France Insoumise, on est en train de perdre du temps avec des appareils, des connexions de qui veut travailler avec nous, écologistes, le PS, peut-être gratter quelques candidats PS, qui veut faire quoi, etc. Eh les gars, ça y est, il faut que Mélenchon maintenant, quand il prend la parole, ou même Manuel Bompard, il n'y a pas de délire de stratégie, de contact, qui va faire quoi. Non, tu parles vrai, tu diriges la France, tu veux diriger la France, tu veux montrer le chemin, et c'est tout, mon gars, c'est tout. T'as raison, Dauphin, le RN perdait pas de temps avec ça avant de monter. Eh, ça y est, les gars, le PS, c'est fini maintenant. Il faut que Mélenchon, il comprenne quelque chose. Il faut qu'il comprenne que le divorce est consommé. Même si l'heure est grave, c'est le moment de repenser stratégie. C'est le moment
de parler avec la base. C'est le moment de parler avec les abstentionnistes. C'est là, c'est maintenant, gros. C'est maintenant. Donc plutôt que de perdre du temps à répondre à des questions d'idiots de journalistes, à dire ouais, on aimerait que Tondelier ci, on aimerait que Clémentine Autain ça, que l'après, que les écologistes, tac tac, venez à notre réunion, rendez-vous demain à 9h, ça y est cousin, ça y est. C'est bon, il nous fait un autre discours chef, ça y est. Mélenchon a compris depuis la NUPES que c'était fini avec le PS, arrêtez les gars. Ah et moi, alors quand je parle de Mélenchon, je parle vraiment du bloc qui discute, genre par exemple j'ai écouté ce matin Clémence Guettet que, vas-y vous connaissez, j'aime bien ses discours, j'aime bien son franc-parler et tout, mais ce matin elle était encore dans une stratégie de dire qu'il faut parler avec le plus large possible dans le bloc de gauche. On en a encore à discuter de ça mon gars. Franchement, pitié genre. Franchement je peux pas. Moi, je pense qu'en ce moment, l'extrême droite a pris énormément d'avance sur la gauche et c'est le moment pour eux de prendre le pouvoir, alors que si on attend le printemps 2027, la gauche a moyen d'accéder au pouvoir et du coup, tout le monde veut accélérer la démission de Macron. C'est ma théorie. La gauche a pris énormément d'avance. Bah, ils ont pris de l'avance. Après, les gars, ils ont pris de l'avance aussi. N'oublions pas quand même que les médias ont beaucoup aidé, hein. Parce que les médias qui boostent Marine Le Pen et Bardella, on le voit à travers CNews, on le voit à travers BFM TV. Excusez-moi, les mecs... Oui, il y a un coup d'accélérateur avec la complicité des médias, il faut le dire. Mais de là, si ça se discute pas, c'est mort pour la France insoumise, c'est la vérité. Non, les gars, je pense sincèrement que si on veut retourner... C'est pour ça que je vous ai déjà dit, les mecs, qu'il faut rentrer dans la perspective qu'on va se faire gouverner par l'extrême droite ou la droite ou le PS, peu importe, mais que le combat continue. Donc si, au lieu d'aller chercher des alliances, tu commences par la base, tu parles avec... des bons anticapitalistes ou même une vraie gauche de rupture, et ensuite tu parles aux abstentionnistes, il y a un truc à faire. Ça prendra du temps, pas de problème. Mais là, frérot, quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. À la limite, Bompard, nos suceurs, hein, nos ticketing. À la limite, Bompard qu'on a écouté hier, lui, vraiment, il était vraiment dans le programme NFP, dans ce leadership. Je suis bien d'accord avec toi. D'accord avec toi. LFI reste droit et ne renie rien du programme à des fins électorales et ça se voit, ça se joue en notre faveur quand même. Mais du coup, tu vois, cette stratégie-là de tout le temps parler du programme, vous nous avez élus pour ça, etc. Faut continuer à poncer ce narratif-là, continuer à faire en sorte que les électeurs croient au programme. Ils ont toujours pas travaillé le programme, tant mieux. Et dans ce cas-là, pousse mon gars, pousse, contacte la base, parle aux abstentionnistes, porte à porte, parce que c'est vrai qu'en parler dans les médias, c'est bien mignon, mais il faut aussi en parler dans les quartiers, il faut en parler dans les campagnes, il faut parler à nos voisins, etc. Et puis ensuite, c'est comme ça que tu vas convaincre des abstentionnistes, c'est comme ça que tu vas convaincre des mecs du PS à passer chez LFI. Tu vois ce que je veux dire? Il faut, mon gars. Il faut que ça continue. Non mais ouais. Personne veut du RN. Jordan Coeur. Non mais vous avez un problème. C'est Mister Robot ou quoi les gars? Dissociation, trouble du comportement là, c'est pas possible. Bardella, dans quelques jours, vous espérez donc une annonce de dissolution potentiellement quoi, mercredi soir, jeudi? C'est là-dessus que vous imaginez le scénario? Écoutez, ce gouvernement qui a été annoncé par Monsieur Le Cornu, encore une fois, je vais pas tirer bien sur l'ambulance. Mais comment est-ce que les macronistes peuvent sérieusement croire qu'en proposant le gouvernement le plus macroniste des 8 dernières années, c'est-à-dire que ce gouvernement-là, il est très certainement plus macroniste que le premier gouvernement d'Édouard Philippe en 2017, en faisant revenir des personnalités comme Monsieur Le Maire, qui incarne la faillite économique française, plus de 1200 milliards d'euros de dette en 7 ans, un homme qui a menti sur la situation des finances publiques, qui est parti dans la débâcle économique que nous connaissons, qui a abouti à la situation de déficit absolument considérable que nous connaissons, à la dégradation de la note de la France sur les marchés financiers, revenir aujourd'hui dans un gouvernement en ne considérant pas que cela revêt un caractère de provocation à l'égard de Français et d'irrespect à l'égard des millions de Français qui sont aujourd'hui dans la souffrance et dans la. On l'a bien compris. Vous dites aujourd'hui, Jordan Bardella, j'appelle solennellement le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Absolument. Vous ne l'appelez pas solennellement à démissionner, vous n'appelez pas immédiatement. Je veux dire, s'il refuse de dissoudre l'Assemblée nationale, s'il refuse de revenir devant les Français pour régler une crise parlementaire dans
dans ce qui apparaît aujourd'hui comme une situation extrêmement instable depuis un an, alors sa responsabilité sera engagée. Vous voyez, mais ce n'est pas ce que vous lui demandez ce matin. Vous lui demandez pas de démissionner ce matin. Dans l'ordre, je lui demande d'abord de dissoudre l'Assemblée nationale. Et s'il ne le souhaite pas, il est évident que nous irons, je le crois, vers la seule option possible. Encore une fois, j'ai vu... C'est pas méchant Dofla, mais aucun mec de quartier avec des principes de quartier va voter NFP pro-LGBTQ. Non, ça, je suis pas d'accord, ça. Non, je suis pas d'accord. Je pense que l'extrême droite n'intéresse pas du tout... Enfin, en tout cas, les quartiers ne sont pas intéressés par l'extrême droite. Ils ont plus cette sensibilité de gauche, parce que la gauche, c'est vraiment les seuls... c'est le seul bloc politique qui parle au quartier. Moi, Jordan Bardella, il en a rien à foutre des quartiers. Hein. Il les méprise. Hein. Il les méprise. Genre, littéralement, ça dit, on a donné trop d'argent. Et même Éric Zemmour aussi, il l'a déjà sorti. On a donné trop d'argent au quartier, etc. On les a au final ghettoisés ou j'en sais rien. Que des paroles méprisantes. Mépriser le 9-3, mépriser le 9-5. Frérot, excusez-moi, si t'as des mecs de quartier qui votent à droite ou RN, putain, ils ont raté quelque chose, hein. Je suis le quartier, je confirme. Ce viewer dit de la merde, Dofla. Mais wesh. Ah là 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 là. Et puis les gars, et puis je suis désolé les amis, hein. La question LGBTQA+, elle est pas centrale dans les quartiers. S'il y a plus important que cette question-là. Je ne dis pas qu'il faut invisibiliser la question. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que ça vient pas dans les priorités du quartier. Dans la priorité des quartiers, en tout cas. Y compris au sein de sa propre majorité, Édouard Philippe réclamait une élection présidentielle anticipée. Donc, il faut revenir devant les Français. Et j'appelle solennellement le président de la République à entendre cet appel et à ne pas porter sur ses épaules la responsabilité du désordre, du chaos et de l'impasse institutionnelle dans laquelle nous sommes engagés. Jordan Bardella, nous aurions potentiellement la majorité. À quel niveau placez-vous le nombre de députés pour que vous puissiez... Tu te rends pas compte, Dofla, j'habite à Lille, je viens d'un quartier, je découvre la gauche des grandes villes, ça dégoûte juste. Ouais, mais quelle gauche? Si c'est la gauche PS, c'est pas fou, mon gars. Si le maire de ta ville, PS, ou je ne sais pas quel parti politique de gauche, bah, elle est pas très bon. Après, mon gars, faut en tirer le bilan, faut pas voter pour lui pour 2026, et bonne chance, hein. Faut le remplacer, le maire, hein. Faut le remplacer, hein. Le 9-3 est avec la France Insoumise, et oui, il y a aucun mec de TX qui est de droite. Ouais, voilà, je suis d'accord. Gauchiste violent, putain, le pseudo. Mais oui, bien sûr, et bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord avec toi. 289 députés, c'est-à-dire la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ou une majorité relative qui me permettrait avec des alliés potentiels, d'assurer non seulement la stabilité d'une majorité, mais également de me permettre de changer le quotidien des Français. Moi, devenir premier, je l'avais dit l'année dernière sur votre antenne, devenir Premier ministre pour ajouter Premier ministre à ma carte de visite, ça ne me sert strictement à rien et ça ne m'intéresse pas. Je veux devenir Premier ministre, je veux aller à Matignon pour changer le quotidien des Français, pour prendre des mesures sur le contrôle de l'immigration, pour prendre des mesures sur la lutte contre l'insécurité, pour prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat et de la croissance de nos entreprises. Donc, 289 dans l'idéal, si je ne les ai pas, j'y vais quand même. Si vous avez 240 députés, par exemple, qu'il vous en manque donc une quarantaine pour obtenir la majorité absolue et pouvoir effectivement engager un certain nombre de réformes, vous vous dites, je les trouverai. Vous êtes confiant qu'un certain nombre de députés LR viendraient travailler avec vous une fois que les choses seraient engagées? Mais il n'est pas interdit de le penser, en tout cas dans l'intérêt du pays. Je ne ferai preuve d'aucun sectarisme et je souhaite que cette majorité soit la plus large possible. Vous savez, madame, vous tendez la main ce matin aux Républicains, madame, pour travailler ensemble. Madame, pour gagner, il faut rassembler. Lors des dernières élections législatives, moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai considéré que l'état actuel du pays nécessitait le rassemblement et l'alliance. Nous avons donc, avec Marine Le Pen, proposé à Éric Ciotti, président des Républicains il y a un an, de faire une alliance. Je suis convaincu qu'aux Républicains, il y a une partie des militants, des sympathisants, des électeurs, mais aussi des cadres et des parlementaires qui ne souhaitent pas, comme le fait M. Retailleau, se fondre dans le macronisme. À cela, je suis parfaitement disposé et parfaitement prêt à leur tendre la main sur un accord de gouvernement. Mais tout cela n'interviendrait que dans la situation où je n'aurais pas 289 députés. Parce que comprenez bien que si les gens votent pour le Rassemblement national et ses alliés, aujourd'hui incluant les alliés de l'UDR d'Éric Ciotti, c'est pour avoir une majorité Rassemblement national. Mais la règle, elle est simple, c'est 289 députés. Et si il me manque quelques députés pour constituer une majorité absolue, dirons-nous, eh bien, je regarderai le résultat des élections et je tendrai la main autour de moi. Encore une fois, je n'ai pas vocation, si vous voulez, à être un chef de clan. J'ai vocation à engager des mesures de redressement du pays et je mettrai autour de la table tous ceux qui sont évidemment prêts à y travailler. Avez-vous aujourd'hui des contacts, vous ou vos proches, avec des membres des Républicains? Oui, bien sûr. Oui.
Oui, bien sûr. Et vous dites quoi? Vous savez, on se parle. Ah, mais peut-être... Ah, mais putain. Peut-être que là, en ce moment... Parce que ce matin, on a appris, les gars, que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau se sont embrouillés. Donc les deux... Bon, là, il y a le chef et le sous-chef, on va dire ça comme ça. Peut-être que le contact chez les RN, ça parle du côté de Laurent Wauquiez, les mecs, on sait pas, hein. Moi, je ne connais pas les relations entre le RN et Laurent Wauquiez. Tout à l'heure, on a écouté Bruno Retailleau sur le micro de Léa Salamé. Il avait expliqué qu'il n'a rien à voir avec le RN, qu'il n'y aura pas d'alliance avec le RN. Peut-être que Laurent Wauquiez travaille avec Bardella en soum-soum, les mecs, hein. Ça travaille peut-être en soum-soum, hein. Il y a aujourd'hui aux Républicains une fracture très nette tiens. entre une partie des cadres intéressant qui tout ça. Retailleau et donc les macronistes, mais il y a aussi une partie des cadres et des militants. C'est le président du groupe à l'Assemblée en plus, bien sûr. Mais bien sûr. Républicains qui ne souhaitent pas voir la droite se fondre dans le macronisme. Non, mais donc, les électeurs, c'est une chose, mais y a-t-il des potentiels élus demain, des élus, les Républicains, dont vous dites, au fond, aujourd'hui, ils sont sous la bannière LR en disant jamais nous ferons d'alliance, mais ils commencent déjà à parler avec vous et à préparer une éventuelle alliance. Je le crois. Vous savez, Marine Le Pen est présidente de son groupe à l'Assemblée nationale, je suis président du mien au Parlement européen. Par conséquent, on est amené évidemment à rencontrer des gens qui peuvent partager certaines de nos idées sans épouser l'intégralité de notre ligne politique, mais dans l'intérêt du pays, dans le cadre d'une potentielle cohabitation. Moi, je suis parfaitement disposé à faire l'alliance, à faire le rassemblement, parce que encore une fois, pardon d'insister, Jordan Bardella, vous dites je le crois, vous dites je suis disposé, mais est-ce déjà le cas? Pour l'instant, je suis dans l'opposition. Donc, au moment où on se parle, Ces discussions ont-elles déjà lieu? Oui, il peut y avoir des discussions, bien sûr. Elles ont déjà lieu. Écoutez, il est interdit de discuter encore une fois. Une union des droites, avec des gens qui peuvent partager certaines de vos valeurs sans épouser l'intégralité de votre ligne. Vous aviez jusqu'à présent refusé l'idée d'une union des droites. Est-ce qu'aujourd'hui vous y êtes favorable? Parce que l'enjeu, c'est pas de sauver la droite. L'enjeu, c'est de sauver la France. On a des électeurs qui viennent de la droite, on a des électeurs qui viennent de la gauche. Donc vous dites maintenant, on peut pas y arriver seul. Maintenant, je sais, mais moi je pense que pour gagner, comme Marion Maréchal, elle dit la même chose. Il faut évidemment bâtir l'union, l'alliance la plus large possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendu la main l'an dernier au président des Républicains. Et si demain je suis en capacité de le faire, j'appellerai l'ensemble des déçus des partis traditionnels, l'ensemble des orphelins de la droite à venir travailler à mes côtés. Parce que, encore une fois, l'enjeu c'est de faire à l'élection présidentielle 50% et une voix. L'enjeu c'est d'avoir 289 sièges à l'Assemblée nationale. Donc je souhaite faire le rassemblement le plus large possible sur la base du projet sur lequel nos députés auront été élus, sur la base d'un programme très clair, très ferme sur l'immigration, l'insécurité, le pouvoir d'achat, la nécessité de relancer la croissance et d'avoir une politique en faveur de nos entreprises pour leur permettre de créer de la richesse, sur la défense de notre identité, de nos frontières, de notre culture. Et sur ces grands enjeux-là, je crois qu'il y a beaucoup de Français au-delà du Rassemblement national qui partagent à la fois notre bon sens, notre diagnostic, mais aussi nos solutions. J'ai toujours du mal avec ce mot bon sens parce que vous l'utilisez tous et vous êtes tous persuadés d'être les détenteurs du bon sens. Mais est-ce que ça a acté la dissolution? On en saura plus demain, hein, parce qu'il reste 24 heures à Monsieur Lecornu pour trouver un compromis. On se dirige vers une dissolution, le chat. On se dirige vers une dissolution. Est-ce que Macron, il peut nous prendre de court en annonçant une présidentielle anticipée? Ça aussi, les amis, c'est vrai que cette possibilité, on l'a pas trop... je l'ai pas trop dit hier. Mais j'avoue qu'une présidentielle anticipée plutôt qu'une démission... Bon, il va quand même démissionner, mais l'idée n'est pas bonne. Non, j'y crois pas. Après, comme je l'ai dit, les mecs, hein, la théorie de Macron veut s'occuper des dossiers internationaux et veut rester jusqu'au bout, moi j'y crois terriblement. Ça fait presque 2 ans que Macron, il est sur le Moyen-Orient, il est sur le dossier de l'Ukraine, sur le dossier de l'Europe, il est sur le dossier des États-Unis, les relations, le Mercosur avec le Brésil, enfin l'Amérique du Sud. Il y avait aussi un bail avec le Canada. Enfin, maintenant, il aime trop ça. Macron, il aime trop ça, frère. Donc, il lui reste une possibilité, la dissolution. Il donne les clés de Matignon à la coalition la plus large possible. Et lui, il reste encore sur les dossiers internationaux. Hein. Lui, il s'en fiche, lui. Il s'en bat les couilles, frère. Il lui reste 1 an. Démission et élection anticipée, ça va de pair, car c'est la suite logique. Ouais, c'est ça, hein. Bardella, sur la question du budget. Vous voyez ce que je veux dire sur cette expression, honnêtement? Je vais vous répondre. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est si on écoutait les Français, c'est la plus probable. Et ce fameux bon sens populaire, on serait peut-être pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai passé 1 an à aller rencontrer les Français. Je publie un livre qui s'appelle Ce que veulent les Français dans quelques jours, qui est déjà disponible en précommande, dans laquelle je raconte la publicité que m'ont fait les Français. Et vous en dites quoi? Et la conclusion de ce livre, c'est que si on écoutait les Français,
on serait peut-être pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les Français, ils ont le sentiment de ne plus être écoutés, ils ont le sentiment de ne plus être entendus, et ils ont le sentiment que les idées majoritaires et les sentiments qu'ils ont au fond du cœur ne sont plus les idées et les grandes orientations qui dominent dans la classe politique. Et je vais vous dire, j'ai humblement et modestement avec le Rassemblement national la prétention que on peut faire différemment et que les idées qu'on porte sont aujourd'hui majoritaires chez beaucoup de nos compatriotes. La première question qui se poserait à vous... Bon bah il a dit la conclusion de son livre, pas besoin de l'acheter, exactement. Bon bah les gars, voilà. Si vous arriviez à Matignon, c'est la question du budget. Quel budget entre autres pour la France? C'est la première en termes d'agenda, en termes d'urgence par rapport au Parlement. Est-ce que vous réduiriez les dépenses? Est-ce que vous feriez 40 milliards d'économies? Est-ce que vous toucheriez aux impôts? Est-ce qu'il y aurait une taxe sur les plus hauts patrimoines? Bon, d'abord, merci de me permettre d'aller sur le fond parce que évidemment que les Français qui regardent ce spectacle politicien assez navrant sont aussi extrêmement inquiets des mesures qui peuvent être prises ou ne pas être prises dans les prochaines semaines. Vous avez raison de rappeler que la question du budget elle est aujourd'hui fondamentale dans un contexte où nous accusons des déficits publics, des déficits des records de dette et des déficits commerciaux absolument records. Bien sûr qu'il faut faire des économies dans la mauvaise dépense publique. Nous présenterons dans les prochains jours et dans le cadre potentiellement d'une campagne électorale, comme nous l'avons fait l'an dernier avec le contre-budget, un plan d'économie de 40,4 milliards d'euros dans ce que je considère être la mauvaise dépense publique. Et mon principe sera très simple, il n'y aura aucune économie qui sera faite sur la France du travail ou sur la France qui a travaillé tant que les dépenses nocives de l'État n'auront pas été traitées. C'est quoi les dépenses nocives de l'État ? C'est par exemple le coût de l'immigration. Vous voyez, moi je ne comprends pas qu'on continue d'octroyer des visas pour soins ou la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière quand on a un retraité sur 3 qui renonce à se soigner. Mais là, il y a pas le compte madame, des 40,4 milliards. Je ne conçois pas. Ah si, la baisse des fonds qui sont alloués à la prise en charge de l'immigration sera évidemment inclus dans ces économies. Nous allons évidemment commencer par... Mais qu'est-ce qu'il appelle la prise en charge de l'immigration? Ça pèse combien ça? Faire en sorte que pour bénéficier par exemple d'un certain nombre d'allocations sociales contributives, je pense par exemple, non contributives pardon, je pense par exemple à la question du RSA, il ne faille plus être depuis 5 ans sur le territoire français, mais avoir travaillé pendant 5 ans. Et vous savez qu'à terme, nous souhaitons dans le cadre d'une élection présidentielle, déclencher un référendum pour faire en sorte que seuls les citoyens de nationalité française puissent bénéficier des allocations sociales. Voilà nous pour allons la baisse faire des dépenses. économies, madame, sur le train de vie de l'État. Parce que, voyez, pendant que on demande aux Français de se serrer la ceinture, il n'y a qu'une institution dans notre pays qui ne se serre pas la ceinture, c'est l'État. Donc nous allons faire des économies sur les opérateurs publics, 3 milliards 500 millions d'euros dès la première année. Ce sont ces fameux 1900 agences publiques qui ont été pointées du doigt dans un rapport du Sénat et qui font bien souvent doublon avec les compétences de l'État et qui alourdissent la bureaucratie d'État. Nous allons faire des économies sur la fraude sociale et sur la fraude fiscale parce que l'argent qui est fraudé, c'est l'argent qui malhonnêtement ne sert pas le bien commun. Ça, pour le coup, c'est ce que disait aussi Sébastien Lecornu. Hein. Il l'a annoncé dimanche, il a dit notre priorité, ce sera lutter contre la fraude. C'était vis-à-vis de vous ? Dans un clin d'œil au premier groupe de l'Assemblée nationale, je vais faire des économies sur la contribution de la France au budget de l'Union européenne que les macronistes souhaitent augmenter de 5 à 7 milliards d'euros. Donc, croyez-moi, madame, et je dis aux Français de nous croire et de nous écouter, de la mauvaise dépense publique, de l'argent gaspillé et mal utilisé dans la bureaucratie, il y en a plusieurs dizaines de milliards d'euros et nous irons la chercher. Des recettes, la contribution sur les plus hauts patrimoines, l'éventuelle taxe sur le capital, taxer les holding. Il a déroulé son programme. Oui, la taxation des holdings, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les holdings constituent, souvent ça, les holdings familiales, une pratique qui vise à optimiser fiscalement son impôt et à en réalité permettre à des dividendes, à de l'argent de dormir dans des structures qui échappent à l'impôt. Nous souhaitons mettre en place, en remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière, un impôt sur la fortune financière, mais qui serait exonéré à la fois de la résidence principale ou de la résidence unique, qui serait exonéré des biens professionnels, parce que vous voyez bien là la folie depuis 3 semaines, et moi je tombe de ma chaise en entendant la taxe Zuckman. C'est une très très mauvaise réponse à un véritable sujet de la justice fiscale dans notre taxe pays. Zuckman, non. Mais la taxe Zuckman, si vous voulez, qui est vendue par la gauche depuis 3 semaines et qui est un petit peu, qui s'est imposée, je dirais, sur les plateaux de télévision et dans l'esprit des observateurs, consiste à taxer des projections économiques, à taxer des biens professionnels, même lorsqu'ils ne sont pas encore rentables. C'est le fameux exemple de Mistral, où vous pouvez avoir des gens qui vivent certes bien dans notre pays, qui sont des pépites nationales pour l'économie française, qui lèvent plusieurs millions d'euros chaque année, mais qui, au moment où on se parle, ne sont pas encore rentables et qui, par conséquent, évidemment, demanderez-vous ne pourraient pas un s'acquitter dans effort une aux telle retraités dimension. les plus aisés?
Encore une fois, je ne demanderai pas d'effort à la France qui travaille et à la France qui a travaillé avant d'avoir fait des économies dans la mauvaise dépense publique. Donc mon principe, il est très simple. D'abord, l'État arrête de gaspiller l'argent du contribuable dans tout et n'importe quoi. Et ça sera déjà une très très bonne chose pour l'économie française. Et croyez-moi qu'on va faire beaucoup d'économies. Donc je vais vous dire très simplement, si demain les Français m'accordent leur confiance et si demain je suis Premier ministre, je prendrai un certain nombre de décisions dès les premiers jours. Je vais d'abord demander... Ils commencent à piquer dans les idées de reconquête, les mecs, hein. C'est un peu à la sauce Trump, parce que je me rappelle quand Trump il avait nommé Elon Musk en charge de démanteler les agences de l'État US où ça aide par-ci par-là, je crois que ça s'appelle l'USAID, l'agence de développement américaine, etc., etc. Je pense que là, la France est en train de piocher les idées de Donald Trump, en tout cas Bardella et... ouais, l'USAID, voilà, merci. Et Bardella, Zemmour, etc. Il est en train de piquer un peu le programme de Zemmour, là, j'ai l'impression. À mon ministre de l'Intérieur d'adresser une pas circulaire étonnant après pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune régularisation d'étrangers en situation irrégulière, zéro. Je vais lui demander de rétablir des contrôles aux frontières au point de passage de l'immigration clandestine. C'est précisément ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne en quelques mois a accusé une baisse par un effet mécanique de dissuasion du nombre d'entrées illégales sur son territoire et notamment du nombre de demandeurs d'asile. Je vais demander à mon ministre de la Justice de proposer très vite et très rapidement une proposition de loi au Parlement visant à rétablir des peines planchées pour casser le laxisme de la justice et également pour mettre fin, dans un deuxième texte, à toute possibilité d'aménager des peines au-dessus de 6 mois de peine de prison ferme prononcée par le tribunal, parce que l'atteinte à l'intégrité physique dans notre société doit retrouver un caractère sacré. Donc, vos mesures. Voilà donc des mesures que je mettrai en œuvre dès mon arrivée à Matignon, non pas seulement pour faire joli, mais pour remettre de l'ordre dans le pays, parce qu'il y a une demande d'autorité et d'ordre qui est extrêmement forte dans le pays, et je prendrai donc les mesures nécessaires pour protéger mes compatriotes. Et j'ajoute un dernier mot, madame, puisque nous avons parlé d'économie. Je crois que l'urgence du pouvoir d'achat doit être traitée, et dès les premières semaines de mon arrivée à Matignon, je souhaite que le ministre de l'économie puisse proposer la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, le carburant, l'électricité, le gaz, le fioul. Ça coûte environ 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards d'euros, elles sont financées notamment par les économies que j'ai évoquées tout à l'heure. La campagne n'est pas encore lancée, Jordan Bardella. Oui, mais voyez bien qu'on a des mesures et que quand on veut s'attaquer aux problèmes des Français, on peut le faire. Il suffit juste d'avoir de la volonté politique. Jordan Bardella, président et de bien voter aux élections. Du Rassemblement national, et on l'a bien vu. Alors j'espère que demain on aura du petit Mélenchon par-ci par-là. D'ailleurs, il n'a pas fait de médias. Hein. Je sais pas s'il a été invité, s'il a été sollicité, ou si Mélenchon et ses potes sont aux abonnés absents. Mais il y a peut-être une volonté aussi d'être aux abonnés absents. Parce que là, j'avoue que Olivier Faure, on l'a invité au journal de TF1. Ensuite journal de France 2. Franchement, il fait les grands médias. Hein. Ça commence à donner beaucoup de gaz au PS. Hein. Putain, les mecs. Pourquoi la France Insoumise a donné des sièges au PS? Regardez comment ils bombent le torse maintenant en 2025. Putain.